Merci bien, Chérif Diop. Vous l'avez dit, professeur Aliou Sow, qui est professeur titulaire des universités d'études africaines, qui est l'invité de la rédaction. Et aujourd'hui, nous allons parler de la situation en Afrique du Sud, des tensions qui ont été notées depuis quelques jours et qui ont occasionné quelques morts, des tensions également portées à l'endroit de la communauté étrangère, précisément les Nigérians, par rapport aux chiffres qui ont été avancés par le ministre sud-africain de la police. Il y a eu 7 morts déjà comptabilisés, une situation qui interpelle plus d'un. Et aujourd'hui, nous allons en parler et revenir certainement sur l'héritage du régime ségrégationniste, mais également le quart de siècle, j'y arrive, qui fait qu'aujourd'hui, on pensait qu'en Afrique du Sud, cette situation serait dépassée. Barka, qui est également avec nous sur ce plateau. Mais professeur, soyez le bienvenu et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Madame Touré, je suis honoré de faire partie de votre ce soir. Je salue mon ami et le brillant analyste Barkaba. À notre avis, qu'il le retrouve également sur ce plateau. Alors, Barka, je disais tout à l'heure, on parle aujourd'hui de sujet qui est ton domaine de prédilection, il faut le reconnaître, très porté sur les contributions, on va dire, étrangères et internationales de manière générale. Ce qui se passe en Afrique du Sud, cela t'a surpris ou pas? Pas vraiment, Aram, et je salue au passage le ministre Aliou Sow, qui est un ami que j'ai connu depuis la fac et qui est un très brillant universitaire. Ce qui se passe malheureusement en Afrique du Sud, et on commence à voir ça de manière récurrente. C'est un pays qui connaît périodiquement des accès de xénophobie extrêmement violents. Et comme c'est un pays symbole, c'est le pays de Nelson Mandela, chaque fois qu'il y a ces éruptions de violence, ça interpelle les consciences africaines. Parce que l'Afrique du Sud, c'est un pays spécial à cause de son histoire. C'est un pays référence, c'est un pays qu'on voudrait être un pays modèle, parce que c'est une success story, comme il y en a très peu dans l'histoire mondiale. Oui. Et pourquoi les Africains sont touchés quand ils voient un pays comme cela, que les Africains ont contribué à libérer, montrer cette face hideuse de xénophobie, de gens pourchassés, massacrés dans la rue, c'est condamnable, c'est abject moralement. Et là, le gouvernement sud-africain lui-même est interpellé dans l'embarras, parce que n'oublions pas que l'Afrique du Sud a des ambitions continentales, veut être un pays modèle sur le continent et offre malheureusement ces derniers jours un visage très hideux. Professeur, on a vu un gouvernement sud-africain très prudent par rapport aux termes qui sont avancés. La police parle aujourd'hui d'actes criminels et non de violences xénophobes. Vous savez, Madame Touré, le gouvernement sud-africain ne peut pas être à l'aise dans la qualification, la condamnation ou la répression des comportements et des faits enregistrés ces derniers jours en Afrique du Sud. Mon ami Barka l'a dit tout à l'heure, il s'agit d'une récurrence de malheur. Ce n'est pas un fait isolé ou qui a surpris le monde. Situation inacceptable, mais pas surprenante. N'oubliez pas une chose, déjà en 2008, mais de telles pratiques ont été notées en Afrique du Sud, avec engendrant plus de 60 morts reconnus. Oui. Et on ne parle pas des dégâts matériels des hommes et des femmes qui ont travaillé pendant des années et toute leur fortune, ils l'ont perdu en un temps record. En 2015, c'était la même chose, une dizaine de morts encore déclarés. Les cibles ont évolué. Avant, c'était les voisins immédiats de l'Afrique du Sud, en fait, du Zimbabwe, les autres Mozambicains, après les Camerounais. Et par la suite, c'était un acharnement féroce sur les Somaliens qui n'ont pas le choix, à part un peu se végéter un peu partout dans le monde, mais qui tenaient les petits commerces, mais qu'on a brûlés avec des pratiques très inacceptables, le neck lacing, c'est-à-dire mettre le pneu brûlé devant les vivas de toute la population, dénonçant simplement un vol d'opportunité ou un envahissement inacceptable. Vous savez pourquoi le gouvernement est un peu modéré et pondéré dans ces situations-là? Car c'est l'échec de la gestion des projections économiques dans le pays post-apartheid qui a engendré une situation
difficilement compréhensible. Vous savez, en Afrique du Sud aujourd'hui, le taux de chômage a dépassé 30%. Donc on parle même de 50%. La violence, elle est devenue banale, comme le décrit notre collègue Hachim Bembe. C'est un pays où on peut être tué n'importe comment, n'importe quand, n'importe où, pour n'importe quelle raison. En plus de cela, Interpol a qualifié l'Afrique du Sud comme étant la capitale mondiale du viol, où chaque 17 secondes, une femme est violée. Donc c'est un pays qui est marqué par ces superlatifs-là, maintenant négatifs, d'une part, et d'autre part, par des superlatifs dans le cadre positif en termes de performance, même si la croissance est très faible. Donc le gouvernement qui n'a pas pu assurer les promesses d'un meilleur modèle économique qu'il proposait, mais aujourd'hui fait face à sa propre responsabilité, cherche à comprendre plus ou moins, mais ne veut pas tout de suite se mettre à dos également tous ces millions de jeunes désœuvrés, mal formés, inemployables, qui également construisent une force électorale puissante. Comment comprendre aujourd'hui la sortie tardive du président Ramaphosa? Parce que les violences ont éclaté le dimanche. On a attendu plusieurs jours avant de le voir sortir et condamner les faits qui se sont passés à Johannesburg. Vous savez, Madame Touré, le président Ramaphosa, qui est un brillant syndicaliste reconnu, respecté au niveau de l'ANC, au niveau du pays, après l'avènement du président Mandela, tout le monde pensait qu'il devienne le vice-président. Ce n'était pas le cas, mais on lui a confié, c'était le premier gestionnaire du Black Economic Empowerment. C'est la politique de discrimination positive pour un peu rectifier les déséquilibres au niveau économique. Donc aujourd'hui, sa gestion sur ce plan-là également, elle le rattrape sur le plan des conséquences qu'il est en train de gérer. Par ailleurs, son parti traverse aussi des difficultés et des séismes pas évidents. Sa bataille entre son camp et le camp de Jacob Zuma, qui n'a pas encore arrêté sa lutte. En face, un jeune populiste radical, Julius Malema, qui a créé les Economic Freedom Fighters et qui a repris pour le compte de son parti le contenu originel de la Charte de la liberté de 1955 qui contenait l'ensemble des politiques économiques promises à son temps par l'ANC. Notamment c'est-à-dire l'expropriation des terres détenues par les Blancs, contrôlées par les Blancs, sans compensation, pour les redistribuer aux Noirs, parce qu'en Afrique australe, pour ne pas dire en Afrique du Sud aussi, et la question foncière est une question cruciale dans les relations entre communautés et entre humains. Donc avec toutes ces pressions internes au niveau de son parti, externes par rapport à Democratic Alliance qui fait des percées, aux jeunes populistes et radicaux, il est obligé un peu de ménager, il est entre le marteau et l'enclume, il ne va pas quand même se mettre à dos tous ces mécontents sur la base d'échecs de politique économique de ses prédécesseurs, mais aussi, il a aussi sa part de responsabilité. Barka, vous avez certainement été en Afrique du Sud. Le taux de chômage des jeunes, vous l'avez peut-être vécu et vous avez vu comment aujourd'hui cette société a pu en vouloir à des étrangers qui sont venus implanter un modèle économique qui semble réussir. Aujourd'hui, cela a suscité quelque part la haine. On a envie de se demander comment aujourd'hui le gouvernement sud-africain a pu laisser cette affaire-là prendre forme jusqu'à qu'aujourd'hui on en arrive à ces violences. C'est une affaire très complexe. J'ai eu la chance d'être en Afrique du Sud pour le compte de la TFM lors des obsèques de Nelson Mandela. Et en marge de ces obsèques-là, je m'étais rendu dans certaines provinces, aller à la rencontre de certains de nos compatriotes. Parce qu'il y a un fait qui m'avait beaucoup marqué. Dans les années 90, il y a eu beaucoup de Sénégalais qui avaient été assassinés à Pretoria. Et j'ai voulu un peu connaître les raisons de ce sort funeste qui s'acharnait sur nos compatriotes. Pourquoi est-ce que la communauté sénégalaise était ciblée? Est-ce que c'était le fait du hasard? Et je me suis rendu compte que les premiers Sénégalais qui sont arrivés à Pretoria, pour des raisons évidentes liées à l'immigration, avaient choisi massivement d'habiter le quartier Hillbrow. C'est un quartier à Pretoria qui est un quartier difficile, qui concentre tout ce qui ne va pas en Afrique du Sud, chômage, banditisme, etc. Et les Sénégalais qui étaient là-bas, la plupart du temps, font ce qu'ils savent faire le mieux quand ils sont à l'extérieur, faire du modou-modou, être des marchands ambulants. Ils ont été les premiers à introduire là-bas la vente à la sauvette. Et ces gens-là rentraient le soir dans un quartier Hillbrow, infesté de gangsters, qui voyaient des Sénégalais rentrer, pour eux, riches comme Crésus. Et ils se sont mis à les assassiner.
Le taux de mortalité à l'encontre de nos compatriotes a drastiquement baissé quand ils ont eu l'intelligence de quitter ce quartier Hillbrow et d'aller se disperser, de ne plus habiter en communauté, etc. Juste pour vous dire que c'est une société extrêmement malade de la violence. Comme Aliou Sow l'a dit, on peut perdre la vie à tout moment. On connaît des morts atroces. Quelqu'un comme Lucky Dubé qui s'est fait assassiner devant ses enfants, avec des gangsters qui venaient juste lui dérober un truc dans sa voiture, ils l'ont assassiné, alors que c'est une star presque planétaire. Oui. Chacun a été une fois victime de ça, et les causes, pour moi, de cette violence sont malheureusement alliées quelque part aux conditions d'accès au pouvoir de Mandela. On nous a vendu une sorte de storytelling qui est une histoire très belle, une success story très belle de Mandela qui sort de prison, qui prend le pouvoir. Mais les clauses, à mon avis, qui ont obligé le gouvernement raciste de l'époque à céder, c'est des clauses qu'on appelle le Sunset Clause, qui a été négociée, c'est important, par Joe Slovo, qui était un des chefs de la branche armée de l'ANC, qui est un blanc, qui a toute sa vie combattu le régime de l'apartheid, mais qui en gros a proposé le deal suivant. Il faut rassurer la communauté blanche, leur laisser pour un certain temps les leviers économiques, et nous, on se concentre sur le pouvoir politique. Oui. Et c'est ça qui a donné naissance, un peu après, ils ont voulu corriger le Black Economic Empowerment, qui a bénéficié à des gens comme Cyril Ramaphosa, qui était syndicaliste, qui est allé dans le privé, qui s'est fait beaucoup d'argent et qui est revenu conquérir le pouvoir. C'est d'abord aujourd'hui l'échec de cette élite-là. Les gens comme Ramaphosa, comme une bonne partie de la direction historique de l'ANC, c'est des gens qui ont profité de l'accession au pouvoir, mais qui n'ont pas pu trouver des solutions pour les gens les plus pauvres en Afrique du Sud. Et c'est sur cette misère-là qui alimente la xénophobie. Les gens cherchent des boucs émissaires. Et c'est un pays où, n'oublions pas que les Zoulous et les Xhosa se sont massacrés dans la province du Natal à coups de hache. C'est un pays intrinsèquement violent. Très bien. Professeur, il y a également un élément assez important. Les violences ont des conséquences sur le plan économique. Le Forum mondial sur l'économie en Afrique devait se tenir où c'est ouvert aujourd'hui à Cape Town. On a vu qu'il y a eu des pays qui se sont retirés et ont choisi de boycotter. C'est le cas du Nigeria. Et on disait dans les chiffres qui ont été avancés par la police que les victimes étaient des Nigérians. Donc ce serait bien également de savoir les conséquences que cela pourrait engendrer sur le long terme. Parce qu'à mon avis, c'est un cadre d'échange peut-être qui implique que des décisions soient prises et cela peut engager l'avenir de beaucoup de pays. Absolument, mais vous savez en fait que les deux géants africains quand même, pas les deux, il y en a d'autres, mais deux géants qui s'illustrent ici, c'est le Nigeria et l'Afrique du Sud. D'autant plus que jusqu'en 2013, c'est l'Afrique du Sud qui est la première puissance économique africaine, rattrapée par la suite par le Nigeria qui s'est classé première et l'Afrique du Sud deuxième, mais sur la base d'un mode de calcul. Mais si on regarde un peu le descriptif des conditions de vie des uns et des autres et du développement et de la modernité, et au niveau des deux pays, on sent que l'Afrique du Sud était beaucoup en avance par rapport à la population et par rapport à tout cela. Mais aujourd'hui, le problème sud-africain, c'est qu'ils ont orienté principalement l'économie avec des puissances de leur envergure dans le cadre des BRICS et dans le cadre d'autres relations bilatérales ou multilatérales plus que l'Afrique. Aujourd'hui, si on va au champ ou d'autres groupes au niveau du Sénégal, on aurait dû voir quand même des groupes sud-africains. Et sur le plan de la distribution, ils ont ces moyens-là. Mais ils ne sont pas aussi présents. Maintenant, l'acte posé est symbolique, dynamique. Jusqu'à présent, on n'est pas encore allé très loin à part des consultes de rappel d'ambassadeurs, des communiqués, des envoyés, des missions de diplomates envoyés pour des explications. Mais je pense que le danger en vérité pour moi, avant de parler même économique, c'est la réaction violente des populations concernées au niveau de leur pays avec une sorte de politique de chasse à l'homme sud-africain. On peut en arriver à une sorte de répression obéissant à la logique de la loi du talion. Et j'ai peur, et je pense que de plus en plus, si vous regardez un peu partout, au Nigeria, en Zambie, d'autres pays qui sont concernés, il y a un sentiment de violence, un sentiment de haine et de rejet où le Sud-Africain risque d'être partout dans une situation d'insécurité en Afrique et sera extrêmement malheureux. Et là, je tiens à ajouter une chose. Et au niveau de la sous-région de l'Afrique australe, n'oublions pas une chose, l'Afrique du Sud dépasse de très loin les pays et la locomotive
Et même au niveau du SADC, c'est l'Afrique du Sud qui dicte ses lois et ses positions en vérité. Les autres suivent et écoutent et ne peuvent pas contrarier économiquement, politiquement, diplomatiquement, ce pays-là, c'est géant. Donc le problème, c'est surtout ce que l'intellectuel Owen Crankshaw appelle les intra-racial differences, ou ce qu'une sociologue somalienne qui a décrit un peu la situation du sort de ses compatriotes disait comme étant les chasms, the deep chasms between the haves and the have-nots. C'est-à-dire, ce n'est plus maintenant une question profondément raciale, mais les conséquences de la question raciale ont créé une structuration sociale interne dans un pays marqué, comme l'a dit Barka, par plusieurs adversité binaire. Comment faire aujourd'hui pour sortir de ce cycle-là, puisque c'est quelque chose qui revient de manière récurrente? Non, pour sortir de ce cycle, la solution est d'abord interne au niveau de l'Afrique du Sud. C'est revoir leur politique économique interne. Au lieu de naviguer entre les propositions contenues dans la Charte de la liberté pour un peu satisfaire une population électorale assez pressante. Merci. Et aussi le contenu de ce qu'on appelle le National Development Plan, qui a pour objectif en 2030 de réduire drastiquement les inégalités sur le plan économique et social au niveau de l'Afrique du Sud pour réduire à sa juste expression les différences entre classes sociales. Mais je pense que ça va être extrêmement difficile. Mais pour ça, il faut combattre la corruption et faire réussir ce que le FMI avait préconisé, mais a constaté l'échec, c'est-à-dire le trickle-down. Le BI a créé des multimilliardaires, mais qui n'ont pas fait profiter de la richesse à ces millions de jeunes désœuvrés, et on les voit désormais comme des profiteurs de l'ère post-apartheid, sans pourtant faire profiter à d'autres de la situation. Merci, professeur Aliou Sow. Merci également à Barka Ba. On aurait aimé avoir plus de temps. Mais il y a Pierre qui est derrière et qui met un peu la pression. Merci beaucoup, professeur titulaire des universités d'études africaines. Juste une info avant de boucler cette émission. Notez que Lala Camara, qui avait été tué et dont le meurtrier faisait face au juge du tribunal de Manchester, a été condamné à la prison à vie. Une information qui a été donnée par son père, Aliou Camara. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et mention spéciale à l'équipe technique. Rendez-vous demain, Inch'Allah, à 19h. Excellente soirée sur la TFM.